It has been a full century since the Communist Party seized power in the Soviet Union. According to records compiled by the U.S. Congress, communist regimes were responsible for the deaths of at least 100 million people. The Black Book of Communism details this history of murder. From documents declassified by the governments of nations in the former Soviet Union and Eastern Europe, as well as official records on the victims of communist political campaigns in China and North Korea, the public has gained a good picture of the Communist Party's addiction to killing. Communist totalitarianism is often compared to that of the Nazis. While there are many parallels to be found, there is one crucial distinction that is often overlooked. The Nazis aimed to eliminate the Jewish people, but the goal of communism goes beyond physical slaughter. People of faith do not consider physical demise to be one's true death, since the soul goes to heaven or is born again in the cycle of reincarnation. The Communist Party uses killing as an instrument to plant the seeds of terror in the minds of the people, forcing them to accept its evil ideology. Through the destruction of morality, people's souls are fated to damnation. The Communist Party aims to destroy not just man's physical body, but also his soul. An additional characteristic of the Communist Party is the intensity with which it carries out internal purges and selects the cruelest of leaders. It is difficult for many to understand the rationale behind the barbarity inflicted by the Communist Party upon its own ranks, including those who became victims simply for deviating from the party on specific issues, while otherwise being wholly loyal to the party and its leadership. One reason is that the Communist Party, in its rebellion against gods and humankind, possesses an instinctual fear that its doom is always around the corner. To reinforce itself, the party needs to recruit individuals with no regard for moral right and wrong. These individuals are distinguished in the process of mass killing, and their elevation to positions of leadership enables the specter of communism to ensure the perpetuation of its earthly tyranny. In 1989, the Chinese Communist Party, CCP, cadres who refused to participate in the June 4th Tiananmen Square massacre were purged. Jiang Zemin, who demonstrated his cruelty during the events, was promoted to become leader of the CCP. After Jiang began the persecution of Falun Gong in 1999, he promoted officials such as Luo Gan and Zhou Yongkang to high positions, as they had demonstrated their ability to commit the most brutal crimes in the persecution. Another motive for killing is to recruit participants from general society, as was done during the Cultural Revolution. By committing murder and other crimes, the masses implicated themselves as accomplices to the CCP's savagery, and the most brutal perpetrators became the staunchest followers of the party. Even today, many former Red Guards who committed assault and murder during the Cultural Revolution express no remorse for their crimes, saying they have no regrets about the events of their youth. Furthermore, by killing its victims openly and deliberately, the Communist Party intimidates the general population into obedience. All this allows us to expound on a general principle. Throughout history, killing has occurred under tyrannical governments or during times of war because there was an enemy to be defeated. It is the characteristic of the Communist Party that it must have an enemy, and if there are no enemies, it must invent them so that it can continue to kill. In a country like China, with its long history and rich culture, the Communist Party could not achieve its aims without continuous killing. Traditionally, the Chinese people believed in and revered the divine. Steeped in a cultural heritage of 5,000 years, the Chinese people would not otherwise tolerate the existence of the barbaric and blasphemous Communist Party. The CCP's sole means of maintaining its rule, as learned from the Soviet trial run, is the use of mass murder. 1. The violent foundations of communist rule. Being the embodiment of an evil specter, communism's starting point could not be anything other than dishonorable. After Karl Marx proclaimed that, quote, "a specter is haunting Europe, the specter of communism," bandits and ruffians established the Paris Commune, laying waste to the French capital and its unparalleled works of art and culture.
In Russia and China, the Communist Party of the Soviet Union, CPSU, and the CCP seized power through despicable acts of conspiracy and bloodshed. A. The rise of the Soviet Communists. In February 1917, food shortages and deteriorating working conditions drove Russian industrial workers to go on strike. As the turmoil spread across the country, Tsar Nicholas II stepped down from the throne, and the Russian Provisional Government was established. Learning of these events, Vladimir Lenin immediately returned to Russia from exile in Switzerland. At the time, World War I was raging. The countries between Russia and Switzerland were all hostile. In late 2007, the German magazine Der Spiegel revealed a 90-year-old secret. Kaiser Wilhelm II, who regarded Russia as a grave threat, realized that Lenin could bring disaster to Russia, so he allowed Lenin to travel through Germany to Sweden, then Finland, and eventually back to Russia. Wilhelm II also provided money and munitions to Lenin. By the end of 1917, Lenin had received 26 million marks from Germany. Winston Churchill had this to say about Germany's role in Lenin's return. They used the most lethal weapon in Russia. They shipped Lenin back in a tightly sealed truck, as if shipping a type of plague virus to Russia. Lenin carried out a coup on November 7th, 1917, or October 25 by the traditional Julian calendar. With the October Revolution, Lenin overthrew the provisional government and established the world's first communist regime. But in the democratic election for the Russian Constituent Assembly, the Party of Socialist Revolutionaries, SRs, won a majority of national votes over Lenin's Bolshevik Party, which controlled the government administration. Out of an electorate of 44.4 million people, 40% voted for the SRs, with the Bolsheviks losing by a 20% margin. After this setback, in the Russian Constituent Assembly meeting on January 5, 1918, Lenin trampled on his promises and declared the Constituent Assembly an, quote, enemy of the people. Having prepared in advance to enact martial law on the day of the Assembly's meeting in the Russian capital of Petrograd, the Bolsheviks mobilized troops and disbanded the Constituent Assembly by force, destroying the democratic process in Russia. The October Revolution and subsequent Leninist takeover was the origin of all violent communist movements throughout the world in the 20th century. It triggered the international rise of communism and the countless catastrophes that followed. B. The Chinese Communist Party seizes power. After 1917, when the Soviet Union was just established, it exported revolution to China by making use of the fact that the Republic of China had joined the Third Communist International, or Comintern. The Bolsheviks dispatched Grigory Voitinsky to China to establish a local communist organization. Then it sent Mikhail Borodin to engineer an alliance between the Chinese Nationalist Party, Kuomintang, and the Soviet Union. Under this arrangement, the young Chinese Communist Party was given opportunities for rapid growth by subverting the Kuomintang. During World War II, in the 8 years that the Kuomintang waged an all-out war against the invading Japanese army, the CCP used the conflict as cover while it expanded its forces. When the Japanese invaded China, the Red Army was on the verge of defeat, but at the time of China's victory, the communist forces boasted 1.32 million regular troops and a 2.6 million strong militia force. Following Japan's surrender, the CCP used the cover of peace talks with the Kuomintang to covertly expand its forces further. Meanwhile, the CCP's diplomatic efforts led the United States and the Soviet Union to abandon their policies that supported the nationalists. In 1949, the CCP finally defeated the Kuomintang government forces, founding the most evil totalitarian communist regime on Earth. At this high point in the history of the world's communist movement, it controlled 1/3 of humanity and the world's land area, as it comprised Russia and China, the world's largest nations by size and population. Communist governments extended across large swaths of Europe and Asia, and many countries in Africa, South America, and Southeast Asia
became clients or allies of the Communist Party of the Soviet Union or the Chinese Communist Party. Millions of people gave their lives on the battlefields of World War II, yet the unexpected result was the rapid expansion of totalitarian communism. Qu'est-il arrivé à ce monde dans lequel nous vivons? Pourquoi? Au cours des 4 années qu'il a passées sur cette terre, il n'a connu que la guerre. Où que j'aille, des choses que je vois. Je veux juste m'en détourner. Les rêves que j'ai, les histoires que je pourrais raconter, seront-ils encore possibles? Cette année, plus que jamais, j'ai besoin d'un monde tout neuf, un monde propre. Où je pourrais m'améliorer et être inspiré. Ma scène peut être partout et n'importe où. Mais elle commence ici. Ganjing World, un monde plus lumineux. 想人这一生到底是来干什么？知名的科学家，他都有信仰。西藏的时候，这个是给我一个很大的启很佩服的感觉了。我说啊，原来是这么。应该这个没有国籍的，就是外国人也。 The only thing that made sense in the book was Jen Shenren. Une instruction dans les règles, l'historique d'une progression. Un master en ingénierie informatique, un master, il s'agit d'une licence en physique moderne. Physique moderne. Le bilan du cursus universitaire illustre comment on maîtrise progressivement les connaissances scientifiques et culturelles modernes. L'homme moderne s'appuie souvent sur cette base de connaissances pour établir sa compréhension de la vie, du monde et de l'univers. Combien de masters avez-vous? C'est le deuxième. Au total, 3 masters. Monsieur Lin a commencé ses études aux États-Unis en 1991 et a obtenu ses diplômes de master en physique des hautes énergies, en ingénierie biomédicale et en informatique. Une expérience rare au printemps 1995 l'a incité à jeter un regard sérieux sur la vie. Lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis, nous avons logé chez une personne âgée, car nous avions peu de ressources financières. Nous nous sommes occupés de lui en échange du logement. Il était très vieux. En le regardant, je pensais parfois à mon propre avenir. J'aurai bientôt 40 ans. Je serai bientôt comme lui. Quel est le but de la vie ? Nous sommes nés avec rien. Et après beaucoup d'épreuves, on repart avec rien. La science ne peut répondre à ces questions pour moi.
De nombreuses personnes se sont posées les mêmes questions. Le film 5000 ans d'histoire est basé sur les manuels d'histoire des lycées et il a été approuvé par la Commission nationale de l'éducation chinoise. Il commence sa présentation sur l'origine de l'humanité comme ceci. Nos ancêtres, comme ceux des autres nations, ont également réfléchi aux mêmes questions. Les ancêtres chinois ont utilisé des mythes naïfs pour expliquer leur origine. Le récit de nos ancêtres sur l'origine est qualifié de mythe inventé. En revanche, une théorie spéculative et hypothétique du XIXe siècle devient une loi scientifique indiscutable. Pendant longtemps, les gens ont appris en classe que le matérialisme, la théorie de l'évolution et l'athéisme sont la véritable science. Après la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis dans les années 1970, la Chine a commencé à envoyer des étudiants financés par l'État pour étudier aux États-Unis. Depuis lors, des groupes successifs d'étudiants chinois exceptionnels ont étudié et travaillé aux États-Unis, le pays le plus avancé technologiquement. Après être venu à l'étranger, j'ai découvert que de nombreux scientifiques de renom ont la foi. Un de mes colocataires américains était très intelligent. Il a remporté le 2e prix national aux Olympiades de mathématiques au collège. C'était l'un des rares élèves que j'admirais. C'était un chrétien fervent qui s'y connaissait dans beaucoup de domaines spirituels et autres. Mon mentor, le professeur Tsui, un lauréat du prix Nobel, est chrétien. C'est une personne vertueuse qui fait de la recherche ni pour l'argent, ni pour la gloire. Je le respecte beaucoup. Je travaillais au laboratoire Bell avant. De nombreux scientifiques là-bas croient en Dieu. Ils avaient des cours d'études bibliques pendant les pauses déjeuner. Alors que ces étudiants à l'étranger commençaient à douter de l'athéisme, la jeunesse de la Chine réfléchissait sérieusement au sens de la vie. En 1985, une équipe d'exploration du Bureau géologique national a mené une étude géologique dans une forêt vierge au Tibet. Pendant l'étude, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Il y avait une autre rivière, plus petite, près de la rivière Jinsha, au Tibet. Nous avons creusé une tranchée de 2 mètres de profondeur à travers la rivière pour étudier ses sédiments et sa géologie. On nous a demandé de décrire les caractéristiques de chaque couche et de prendre des échantillons de particules, de sable, de pierres et autres trouvailles. C'était très intéressant. Je me souviens très clairement que nous avons trouvé un objet ressemblant beaucoup à un bouton métallique dans l'une des couches. Nous avons débattu de l'opportunité d'enregistrer cette découverte. Si nous décidions de l'enregistrer, nous n'allions pas pouvoir l'expliquer, car cela avait l'air d'un bouton en métal, un bouton en cuivre. Si nous décidions de ne pas l'enregistrer, nous allions violer nos principes. Nous avons donc décidé de l'enregistrer. Cependant, cet échantillon a finalement été retiré de la collection lorsque nous l'avons rapporté, car personne ne pouvait l'expliquer.
Alors que le Tibet était encore sous-développé dans les années 1980, la ville côtière de Gwangju est devenue la région la plus développée économiquement en Chine grâce aux réformes économiques. Monsieur Liao, qui voyageait fréquemment entre ces deux régions distinctes, a été témoin de choses encore plus déroutantes que ses recherches scientifiques. Je travaillais au Tibet et je retournais à Gwangju pour les vacances chaque année. J'étais bouleversé par le contraste entre les deux régions. Je pensais aux bergers du Tibet, qui étaient si pauvres qu'ils utilisaient nos boîtes de conserve vides comme de précieux bols. Ils étaient pauvres, mais très heureux. Chaque jour, ils chantaient et vivaient dans la paix et la joie. En revanche, certains de mes amis à Gwangju étaient très riches. Ils avaient toutes sortes d'entreprises, dont certaines étaient grandes et rentables. Ils séjournaient dans des hôtels 5 étoiles, souvent pendant une longue période. Mais ils étaient malheureux. Ils ne savaient pas pourquoi ils vivaient. On nous avait enseigné l'athéisme et que la matière détermine la conscience. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si c'était vraiment la vérité. Pour les sociologues, les années 1980 étaient comme une période d'explosion des connaissances. De nombreux phénomènes étranges et des découvertes ont soudain émergé en Chine, qui s'était isolée du monde pendant 3 décennies. Les mystérieux ovnis, les mystères des anciennes civilisations, les recherches occidentales sur les expériences de mort imminente et l'essor du Qigong en Chine, tout cela a fait réfléchir les gens. Avant, j'aimais lire les magazines de vulgarisation scientifique, comme UFO Research et Science. Je me pose toujours ces questions. Pourquoi sommes-nous des êtres humains? Quel est notre but d'être humain? Où vont les gens après la mort? L'homme a-t-il évolué du singe? Une personne a-t-elle une âme? La vie après la mort existe-t-elle? Dix mille choses du lointain passé défilent devant les yeux comme un nuage de fumée, fascinant le cœur des hommes ordinaires, pour qui existe le ciel et la terre immenses et vastes, déconcertant l'intelligence de tous les êtres. Monsieur Li Hongzhi a écrit ce poème « Dafa perce le brouillard de l'illusion » le 27 janvier 1995. Un mois plus tard, ce livre se propageait silencieusement à l'étranger depuis la Chine continentale. Ce fut une agréable surprise pour ceux qui aimaient réfléchir profondément et attentivement à ces questions. Mes parents ont demandé à mes beaux-parents de m'apporter un livre quand ils sont venus nous rendre visite aux États-Unis. Au début du livre, il y avait une introduction intitulée « À propos de Dafa ». J'ai ressenti de l'enthousiasme après l'avoir lu. J'ai ressenti un choc dans tout mon corps. J'ai réalisé que c'était quelque chose de grand et d'important. Mais ma compréhension était limitée à l'époque. C'était comme quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Monsieur Li Hongzhi a été invité à enseigner à l'étranger peu après avoir donné son dernier atelier à Gwangju. Le bureau culturel de l'ambassade de Chine en France était situé dans une rue tranquille au cœur de Paris. Le 13 mars 1995, l'ambassade a invité M. Li Hongzhi à y tenir son premier stage de Falun Gong à l'étranger. La majorité des participants étaient des membres et du personnel de l'ambassade. Ils étaient heureux et respectueux envers Maître Li. L'ambassadeur a invité Maître Li à dîner après le stage.
Lorsque le stage en France était sur le point de se terminer, M. Lee a reçu une invitation de Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède. Au cours de l'été 1994, j'ai pris l'avion de Pékin à Jinan pour assister pour la première fois à un stage de Falun Gong. C'était pendant mes vacances. L'enseignement de Maître Lee était ce que j'avais cherché pendant de nombreuses années. J'ai rapidement commencé à pratiquer. À l'époque, j'avais un sentiment fort. Je pensais qu'une si bonne pratique... Beaucoup de Suédois sont des personnes particulièrement bonnes et gentilles. Je me suis donc dit que les gens à l'extérieur de la Chine devraient... On ne devrait pas être restreint dans la cultivation à cause de sa nationalité. Les gens en dehors de Chine devraient également pouvoir profiter de la pratique. Plus tard, quand j'ai entendu que Maître Lee était arrivé à Paris, mon mari y est allé pour l'accompagner en Suède. Étant donné le court délai et le fait que très peu de gens connaissaient le Qigong ici, je n'étais pas sûre de bien traduire et de combien de personnes viendraient. En Chine, beaucoup de gens viendraient pour assister au stage de Maître Lee, même avec un préavis court. Au téléphone, Maître Lee a dit « Ne sois pas trop tendu, passe une bonne nuit, pas de problème. Je viendrai même si une seule personne veut vraiment t'apprendre. Tu devrais te reposer. » À ma grande surprise, beaucoup de gens sont venus pour assister au stage. Tous étaient des Occidentaux. En Suède, à Göteborg, l'atelier de Falun Gong de 7 jours a été organisé en utilisant un interprète et des gestes. J'ai ressenti cette compassion, j'ai ressenti cette chaleur en moi et j'ai senti que je n'avais pas de mauvaises pensées dans mon esprit. Et je me suis senti très difficile à dire. C'est difficile à exprimer avec des mots en fait, mais j'avais chaud au cœur. Je me sentais très bien, très à l'aise et détendu. C'est comme ça que ça devrait être. Ce bâtiment tout simple est l'endroit où M. Lee Han-je a organisé le stage de Falun Gong en Suède. À la fin du stage de 7 jours, M. Lee Han-je et tous les élèves ont pris une photo de groupe inoubliable. En octobre 1996, M. Lee Han-je est allé en Amérique du Nord. Cela a marqué la fin des stages de Falun Gong proposés par M. Lee Han-je en Chine et dans le monde entier depuis mai 1992. Le 12 octobre, au Centre culturel et éducatif chinois de Houston, au Texas, le conseil municipal a décerné à M. Lee Han-je le titre de citoyen d'honneur et d'ambassadeur de bonne volonté et a proclamé ce jour journée de Lee Han-je. Monsieur Lee Han-je a présenté la nouvelle traduction de l'édition anglaise du Zhuan Falun aux maires et conseillers municipaux. Dans ses derniers enseignements, M. Lee Han-je a dit aux pratiquants qu'il avait condensé tout ce qu'il pouvait leur offrir dans le livre Zhuan Falun. Pour un véritable pratiquant, ce livre peut guider sa cultivation et ses progrès. Rapidement, les paroles de M. Lee Han-je ont été vérifiées concrètement par de vrais pratiquants. Il y avait un garçon de 8 ans. Toute sa vie, il avait été battu par sa mère abusive, battu très sévèrement. Et il avait des brûlures de cigarettes sur tout le corps et des bleus sur tout le corps. Et la police est venue arrêter cette dame, cette mère, pour maltraitance sur enfant. Pendant l'arrestation, une policière est venue très gentiment, très calmement, pour emmener ce garçon maltraité, loin de sa mère abusive. Et pendant qu'ils emmenaient la mère menottée,
et que le garçon était dans les bras de cette femme, il a hurlé et a tendu la main vers sa mère. « Maman, maman !» Il voulait retourner auprès de sa mère. Il voulait retourner auprès de sa mère abusive, qu'il avait battue toute sa vie. Et j'ai compris, quand j'ai entendu cette histoire, que ce garçon était comme moi. Comment toute ma vie, les choses que j'avais mal faites, toute ma vie, et ma colère, et ma luxure, et mon désir, et toutes ces choses qui me faisaient du mal, étaient d'une force si puissante dans ma vie, que, même si je voulais faire le bien, cette force me poussait toujours vers le mal. Elle me poussait toujours vers le mal. Et c'est seulement quand j'ai commencé à lire le Falun Gong, et c'est seulement quand j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong et à lire le Zhuang Falun que j'ai réalisé à quel point je manquais de self-control. En moins d'un mois, j'ai pu sentir une énorme différence. Chaque fois que mon esprit se dirigeait vers une pensée grossière ou une pensée de luxure, tout de suite, le Falun Gong venait dans ma tête, comme un principe qui me venait à l'esprit. Et je me demandais, c'est bien ou c'est mal? Ça, c'est mal. Et même si mon cœur et mon corps voulaient le faire, je sentais le pouvoir de ce livre. Je le sentais m'emmener dans une autre direction. Je le sentais m'emmener vers ce qui était juste et bon. C'était incroyable. C'était totalement incroyable. La pratique du Falun Gong m'a non seulement changé au niveau du corps, mais aussi le caractère, Xing Xing. Dans le passé, j'avais des lacunes évidentes. Quand je participais à des tournois, j'avais tendance à avoir des conflits avec beaucoup de gens. Le directeur adjoint du comité du tournoi, le représentant du comité national des sports ou d'autres équipes. J'insultais les gens et je lançais des objets au centre de compétition ou sur le site d'entraînement. J'insultais les joueurs et je les frappais. Ces choses sont souvent arrivées. Maintenant, ils pouvaient voir les changements. Ils ont dit que j'avais complètement changé, pas seulement d'apparence, mais toute ma personne. Ils ont dit que j'étais devenu très gentil et prévenant envers les autres lorsque j'interagissais avec les gens. Une conférence de partage est une caractéristique propre au Falun Gong. Les pratiquants l'appellent conférence de Fa ou Fahui. Lors d'un Fahui, il y a aussi bien des personnes âgées qui étaient infirmes mais qui ont miraculeusement recouvré la santé après avoir commencé la pratique du Falun Dafa que des scientifiques et des techniciens qui ont acquis une compréhension plus large et plus profonde dans leur domaine. Les cadres et les fonctionnaires ici sont intègres, les hommes d'affaires sont honnêtes, les familles deviennent plus harmonieuses, les gens ont changé leurs habitudes. Chaque pratiquant est sincèrement reconnaissant envers le maître et le Falun Dafa pour lui avoir donné une nouvelle vie. Les changements fondamentaux chez les pratiquants ont donné aux gens une compréhension plus profonde de l'enseignement du Falun Dafa. Cela a gagné leur confiance. Monsieur Li Hongzhi a fait cette promesse solennelle avant de commencer son enseignement. De nombreux élèves m'ont dit: Professeur, après avoir écouté vos cours, même ma vision du monde a changé. C'est ce qui se passe au milieu de cette puissante marée, de cet immense courant de nos jours. Les gens prennent ce qui est erroné pour correct, ce qui est mauvais comme bon, et ce qui est malveillant comme bienveillant. C'est même devenu des conceptions. Quand tout le monde est si attaché à courir après ces choses, dans cette sorte de courant, et tout d'un coup j'enseigne quelque chose qui est totalement différent de vos idées, le but et de vous permettre, dans une période historique comme celle-ci, et dans un environnement comme celui-ci où l'esprit humain est si compliqué, d'obtenir un fa juste, d'être capable de vous élever réellement et de vous cultiver réellement.
Même si tu ne cultives ni ne pratiques une fois ce stage terminé, tu peux aussi être une bonne personne. Je suis sûr que ce sera le cas. La bonne santé et la paix intérieure remplacent la confusion sur la vie et les comportements négatifs. Certains pratiquants disent qu'ils ressentent de la clarté après avoir appris le Falun Dafa. De plus en plus de personnes disent qu'ils ont finalement trouvé une véritable terre pure. Vers les années -770 à -221 avant Jésus-Christ, entre la période Chunqiu et celle des royaumes combattants, les pays Wu et Yue au sud de la Chine étaient des lieux célèbres de production d'épées. Cette fois, nous allons vous raconter une histoire liée à cette dernière. Qizha, le plus jeune fils du roi de Wu, a toujours été connu pour sa vertu. Le roi de Wu l'a beaucoup apprécié et l'a envoyé au royaume de Lu, Qi, Zheng, Wei, Qing, ainsi que dans d'autres grands pays. Un jour, sur son chemin vers Qing, Qizha est passé par l'état de Xu. Il portait son épée sur lui pour saluer le roi. Lorsque ce dernier a vu l'épée, il l'a tout de suite trouvée fort intéressante. Mais il n'a pas osé la demander pour lui-même, sachant qu'elle représentait un trésor rare de l'état de Wu. À cette époque, porter une épée était un marqueur social. Qizha a pensé: je dois encore aller dans l'état de Qing en tant qu'envoyé, donc je ne peux pas rester sans épée. Quand je reviendrai, je l'offrirai au roi de Xu, puisqu'il aime tant. Cependant, quand Qizha est revenu une fois sa mission terminée, le roi de Xu était déjà mort. Qizha a voulu offrir l'épée à son successeur. Son entourage l'en a empêché, disant que cela était inutile puisque le roi était mort et que l'épée était trop précieuse. Alors, Qizha a prononcé ces paroles. Bien que l'ancien roi de l'état de Xu n'ait rien demandé, dans son cœur, il aimait beaucoup cette épée, je le sais. Je me suis dit que j'allais lui offrir quand je serai de retour. C'est une promesse que j'ai faite à moi-même. Si je gardais simplement l'épée parce que l'ancien roi est mort, cela équivaudrait à tromper ma propre conscience. Et un homme droit ne ferait pas une telle chose. Le nouveau roi qui succédait à l'ancien a dit « Sans les dernières volontés de feu le roi, je n'ose accepter cette précieuse épée. » Ainsi, avant de partir, Qizha a décidé de laisser son épée en l'accrochant à un arbre à côté du tombeau de l'ancien roi. À travers cet acte, il a été loué par le peuple de l'état de Xu. Cette histoire est inscrite dans Mémoires du grand historien, chapitre de la famille Wu Taipo, -109 à -91, et d'autres textes antiques. Bien que les détails varient légèrement en fonction des différentes versions, l'amitié entre les deux personnages et la fidélité de Qizha demeurent inchangées. Cette histoire montre que les anciens Chinois s'efforçaient de respecter leurs promesses, même si elles n'étaient faites qu'en leur fort intérieur, sans être exprimées par des mots. La France a connu un moment George Floyd. Des émeutes éclatent dans tout le pays. Certains accusent le racisme et les brutalités policières. D'autres accusent les étrangers et les réfugiés. Mais le pire est peut-être encore à venir. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La France est en feu. Littéralement. Du moins, c'était le cas jusqu'à il y a 2 jours. Après 6 nuits d'émeutes, il semble que les choses soient enfin en train de se calmer. Du moins au moment de cet enregistrement. Pour être honnête, les émeutes sont le principal passe-temps des Français. Au même titre que la fabrication de pâtisseries et les économies réalisées sur le déodorant. La France vient d'en finir avec les manifestations sur les retraites il y a 1 mois. Et les manifestations des Gilets jaunes semblent dater d'hier, bien qu'elles aient commencé il y a près de 5 ans. Mais ces émeutes ont été particulièrement spectaculaires. Avec des feux d'artifice. Beaucoup de feux d'artifice.
et d'énormes explosions comme celle qui a secoué le vieux port de Marseille. Qui dirige ces émeutes? Michael Bay? Il semble que personne ne soit à l'abri en France, même en plein jour. Parce que partout où l'on allait en France, tout ce qu'on voyait était en feu. Un peu comme au Canada, sauf que les incendies français sont bien plus grossiers. Et avec les manifestations, la criminalité a grimpé en flèche, avec beaucoup de vandalisme, y compris des véhicules percutant des magasins et la maison d'un maire. Même les transports publics ont été vandalisés. Puis, bien sûr, il y a eu les pillages, dans tout le pays. Tant de pillages. Rien n'était à l'abri, pas même les camions de pompiers, point les voitures de police, ou les petites motos. Les graphismes de ce nouveau jeu français Grand Theft Auto sont incroyables. Tout cela a conduit à des demandes de sécurité contre les émeutiers et les voleurs, et une forte implication de la police. Ce soir, plus de violence en France au 5e jour des émeutes. Une grenade a explosé à Marseille et de nouvelles arrestations viennent tempérer les espoirs de voir le pire passer. Plus de 1300 personnes ont été arrêtées au cours de la seule nuit dernière et 45 000 policiers sont dans les rues. Des centaines d'entre eux ont été blessés jusqu'à présent, selon les autorités. Au milieu du chaos, des pillages ont eu lieu cette nuit. Des centaines de voitures ont été incendiées. Et le département d'État a demandé aux Américains de rester à l'écart des manifestations pour leur sécurité. Les émeutes se sont même étendues au territoire français d'outre-mer, comme la Guyane française et la petite île de la Réunion, dans l'océan Indien. Pourquoi tout cela s'est-il produit? Eh bien, c'est à cause d'un contrôle routier qui a mal tourné. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à tous. La France est-elle en train de se soulever? Eh bien, ils ont eu un moment de George Floyd. Le 27 juin, des policiers ont arrêté Nahel Merzouk, un jeune homme de 17 ans d'origine algérienne et marocaine à Nanterre, dans la banlieue ouest de Paris. Selon les autorités et un procureur, Nahel Merzouk roulait sans permis dans un couloir de bus. En France, il faut avoir 18 ans pour obtenir un permis de conduire. Lorsque la police a tenté de l'arrêter, il a franchi un feu rouge pour s'enfuir, mais il a été pris dans la circulation et la police l'a rattrapé. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas très clair. Selon le New York Times, les médias français ont rapporté que Merzouk avait foncé sur les policiers qui l'avaient arrêté, citant des sources policières anonymes. Et cette vidéo a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux. Le New York Times a déclaré que la vidéo ne confirmait pas l'information officielle selon laquelle la voiture avait foncé sur la police, et que les récits divergents ont contribué à l'agitation violente. Dans le même temps, le Télégraphe a rapporté que 2 passagers de la voiture où se trouvait M. Merzouk ont raconté une autre histoire. Ils affirment que les policiers sont entrés dans la voiture et ont frappé Merzouk à la tête, avec la crosse de leur fusil tout en exigeant qu'il arrête le moteur. Alors qu'il tentait de se protéger des coups, le pied de Nahel s'est détaché de la pédale de frein de la voiture automatique, ce qui a fait basculer la voiture vers l'avant. Quoi qu'il se soit passé dans la voiture, des émeutes ont éclaté lorsque la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Selon le procureur de Nanterre, les policiers ont tenté d'arrêter Nahel parce qu'il avait l'air jeune et qu'il conduisait une Mercedes-Benz portant des plaques d'immatriculation polonaises. Merzouk n'avait pas de casier judiciaire, mais il avait l'habitude de refuser de se soumettre au contrôle de police. Et il devait comparaître devant un tribunal pour enfants en septembre. Il aurait également conduit sans permis, sans assurance et en utilisant de fausses plaques d'immatriculation. Je me demande ce qui est considéré comme un casier judiciaire en France. L'organe de contrôle de la police française a ouvert une enquête interne sur l'incident. Et le procureur de Nanterre a conclu que le policier n'était pas légalement fondé à faire usage de son arme. Pour beaucoup, il s'agit d'une preuve de brutalité policière et de racisme systémique, en particulier à l'encontre des minorités africaines et arabes. La mère de Nahel a fait allusion à quelque chose de similaire en déclarant « Il a vu un petit garçon d'apparence arabe, il a voulu lui ôter la vie ». Nombreux sont ceux qui comparent cet incident aux luttes contre le racisme et les brutalités policières aux États-Unis. Le journal français Le Monde a déclaré que « Les événements rappellent le meurtre de George Floyd, un noir étouffé par un policier blanc de Minneapolis en mai 2020 ». D'autres interprètent les événements différemment. Beaucoup soulignent que le garçon n'aurait pas dû s'éloigner des forces de l'ordre. D'autres encore affirment que les émeutes sont la conséquence du fait que la France a laissé entrer des étrangers indisciplinés. Certains de ceux qui se rangent dans ce camp affirment que les émeutes sont principalement le fait d'immigrés nord-africains et arabes. Et quand je dis « alimenter », je veux dire « alimenter ». Ils accusent en particulier les réfugiés, ainsi que la politique laxiste de la France en matière d'accueil des réfugiés. Certains demandent que les réfugiés soient expulsés, en particulier les musulmans. D'autres les accusent d'inciter à la destruction et au meurtre.
Il est difficile de dire si ces accusations correspondent aux données, d'autant plus que la France est réticente à collecter et à partager des données basées sur l'ethnicité ou la religion. Mais une chose qui vaut la peine d'être notée est l'âge des émeutiers. Selon le ministère français de l'Intérieur, l'âge moyen des personnes arrêtées n'est que de 17 ans. Certaines n'ont que 13 ans. Il ne s'agit donc peut-être pas tant d'une question de race que d'une question d'âge. My Chemical Romance avait raison. Les adolescents sont effrayants. Quelle a été la réaction du gouvernement ? Il a supprimé la liberté d'expression. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à tous. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour semer la pagaille en France. Mais il y a une chose que beaucoup d'émeutiers ont en commun. Leur jeunesse. Et l'objectif d'atteindre le niveau de recherche le plus élevé dans Grand Theft Auto France. Le ministre français a accusé les médias sociaux d'encourager les gens à se révolter et a averti les réseaux sociaux qu'ils ne pouvaient pas autoriser les appels à la violence. Il a exigé que des mesures soient prises sur leur plateforme en déclarant « Nous poursuivrons toute personne qui utilise ces réseaux sociaux pour commettre des actes violents. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires si nous constatons que les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ne respectent pas la loi. » Le président français Macron a également blâmé les médias sociaux, affirmant que les plateformes de médias sociaux jouent un rôle significatif dans la violence. Enfin, les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Ah oui, les jeux vidéo, la chose que les politiciens doivent pointer du doigt chaque fois que des jeunes commettent des actes de violence. Cela fait partie de leur liste de choses à blâmer. Il est étrange qu'ils ne reprochent jamais à Mario d'inciter les enfants à manger des champignons et à jeter des tortues dans la lave. Macron a déclaré que son gouvernement travaillerait avec les entreprises technologiques pour établir des procédures pour le retrait des contenus les plus sensibles, ajoutant qu'il attendait un esprit de responsabilité de leur part. Cependant, il n'a jamais précisé ce que l'on entendait par contenu sensible. Monsieur Macron souhaitait également que les plateformes de médias sociaux collaborent avec le gouvernement français pour identifier les utilisateurs qui appellent au désordre ou attisent la violence. Des discussions ont donc eu lieu entre le gouvernement français et les plateformes de médias sociaux, notamment Snapchat et Twitter. Une porte-parole de Snapchat a déclaré que son entreprise avait renforcé sa modération afin de détecter et d'agir sur les contenus liés aux émeutes françaises. Elle a toutefois précisé que Snapchat autoriserait les contenus qui rendent compte de la situation de manière factuelle. Mais bien sûr, lorsqu'il s'agit de médias sociaux, les faits sont souvent subjectifs. La manière dont Snapchat détermine ce qui est considéré comme factuel n'est pas claire. Le fait que le gouvernement français veuille restreindre ce que les gens disent en ligne sur les médias sociaux en inquiète plus d'un qui se demande jusqu'où le gouvernement français ira pour limiter la liberté d'expression. Selon certaines informations diffusées sur les réseaux sociaux, le ministère français de l'Intérieur aurait annoncé des restrictions temporaires de l'accès à l'Internet. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a toutefois déclaré qu'il s'agissait d'une « fake news », ce qui semble être le cas. Il n'y a pas de publication datée du 2 juillet comme le prétendait le tweet. La date est un indicateur important de la falsification du tweet. Le ministère français de l'Intérieur date ses publications en indiquant le mois en toutes lettres. La principale raison pour laquelle je ne regarde pas d'émissions policières est que je vis dans un pays où j'essaie d'obtenir des informations de base. Il y a beaucoup de désinformation et les gens doivent être vigilants. Mais la modération des médias sociaux est-elle la meilleure solution ? Apparemment, en France, c'est le cas. La France n'a pas la même tradition de liberté d'expression que les États-Unis. Et il a l'habitude de menacer ses droits pour restreindre les manifestations. Vous voulez vous réjouir de la liberté américaine ? Restez à l'écoute après cette dernière pause publicitaire, à moins que YouTube ne nous démonétise à nouveau pour avoir rapporté des informations. Bienvenue à nouveau. Je l'espère. Vous vous souvenez peut-être des manifestations des Gilets jaunes en 2018 et 2019 contre la hausse des taxes sur l'essence. Le gouvernement français voulait vraiment réprimer les manifestants, même si le mouvement des Gilets jaunes était extrêmement populaire parmi les citoyens français. En réponse aux incidents violents, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, a déclaré que les émeutiers n'auraient pas le dernier mot et a appelé à un durcissement de la législation. Cet appel a été entendu lorsque l'Assemblée nationale française a adopté une loi controversée visant à réprimer les manifestants violents. Cette loi autorise les autorités administratives, et non les juges, à interdire de manifester certaines personnes qu'elles considèrent comme une menace particulièrement grave pour l'ordre public.
Elle interdit également aux manifestants de se couvrir le visage, ce qui permet aux technologies de reconnaissance faciale de détecter plus facilement les manifestants. Oui, ils ont vraiment interdit aux gens de se couvrir le visage. C'était une époque bien différente. Cette loi, entre autres, a fait craindre que les droits des manifestants des Gilets jaunes ne soient limités de manière disproportionnée. Surtout lorsque l'administration Macron a interdit les manifestations le long d'avenues entières. Le Conseil constitutionnel français, la plus haute juridiction, a par la suite rejeté la disposition interdisant à certaines personnes de manifester, estimant qu'elle était trop disproportionnée et trop vague. On pourrait penser que la décision de la Cour prouve la solidité de la protection de la liberté d'expression en France, mais ce n'est pas du tout le cas. Le droit français est très fragile en la matière. Comme dans la plupart des pays, même démocratiques, le système juridique français ne protège pas la liberté d'expression autant que les États-Unis. La Constitution française intègre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui protège la liberté d'expression. Mais elle laisse une grande marge de manœuvre à la législation pour restreindre la liberté d'expression. L'article 10 protège l'expression des opinions, mais seulement dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'ordre public. L'article 11 renforce également le fait qu'il existe des exceptions en cas d'abus de la liberté d'expression telles que déterminées par la loi. La parole française est donc libre, de la même manière que les frais de port sont gratuits sur Amazon. Des conditions générales s'appliquent. Cette règle s'applique également au journalisme et aux manifestations. Pendant longtemps, le droit français n'a pas explicitement protégé le droit de manifester. La loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion interdisait explicitement les manifestations sur la voie publique. Je me demande bien pourquoi les dirigeants français voudraient interdire les manifestations, surtout après avoir laissé les citoyens manger du gâteau. Finalement, le droit de manifester a été intégré par un décret-loi dans un code de la sécurité intérieure en 1935, mais les autorités pouvaient toujours restreindre les manifestations si elles estimaient qu'elles causaient des troubles à l'ordre public. Et c'est exactement ce que les politiciens français tentent de faire depuis des années. En 2016, le Parlement a autorisé les autorités à interdire les manifestations dans le cadre de l'état d'urgence lorsqu'elles prouvent qu'elles n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité. Puis en 2017, le Parlement a adopté une disposition permettant aux autorités d'interdire à des personnes d'entrer dans certaines zones s'il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement représente une menace pour l'ordre et la sécurité publique. Comme vous pouvez l'imaginer, ces dispositions sont plus vagues que celles relatives à ce que Meat Loaf ne ferait pas par amour. J'en suis à 6 minutes et demie de la chanson et il ne m'a toujours rien dit. Et il semble qu'ils aient des idées similaires lorsqu'il s'agit de ce qu'ils considèrent comme un discours de haine. Grâce à la loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à ses amendements ultérieurs, les hommes politiques français peuvent interdire les discours de haine. Au mieux, le système juridique français a toléré la liberté de protestation, mais ne l'a pas véritablement protégée en tant que droit. Ce qui est un peu étrange compte tenu du passe-temps national des Français. Cela laisse beaucoup de place aux politiciens français pour affirmer que le droit de manifester n'est pas un droit absolu, mais un droit relatif qui peut être restreint pour préserver l'ordre public. Tout comme la livraison gratuite d'Amazon. C'est un énorme problème. Laisser aux politiciens le soin de définir ce qui est considéré comme violent, haineux ou perturbateur de l'ordre public pourrait avoir un effet dissuasif majeur. Il est possible que les hommes politiques utilisent leur pouvoir et la loi pour supprimer les idées qu'ils n'aiment pas. Lorsque cela se produit, les gens ont beaucoup moins de pouvoir pour soulever des griefs légitimes. Même dans les pays démocratiques, les hommes politiques sont plus que disposés à s'en prendre aux personnes qui ne les aiment pas. Comme la fois où M. Macron a poursuivi avec succès le propriétaire d'un panneau d'affichage qu'il avait représenté en Hitler. Le procureur a soutenu devant le tribunal que le propriétaire du panneau avait une volonté évidente de nuire, ce qui est tout à fait exagéré. Si la France veut vraiment se présenter comme un défenseur de la liberté, elle doit faire preuve de prudence en adoptant des lois contre les discours haineux et en supprimant les manifestations. Sinon, elle passera pour une hypocrite lorsqu'elle critiquera d'autres pays pour avoir supprimé la liberté d'expression. Et les gens se méfieront encore plus du gouvernement lorsqu'ils auront des griefs à formuler. Il s'agit d'un combat qu'ils devraient peut-être envisager d'abandonner. Ce qui devrait être facile, puisque la France a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Que pensez-vous de la réponse de la France aux manifestations? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Si vous souhaitez nous aider à diffuser des informations non partisanes, il vous suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/AmericaUncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.
Fondé il y a 5 ans, le groupe Les Toba d'Anneviers est composé d'une douzaine de souffleurs de Corps des Alpes qui participent à la transmission de cet instrument traditionnel. Leur président, Niels Kummer, nous explique comment le groupe a été créé. Alors, notre membre fondateur, Roger Teta, et son camarade de Corps des Alpes qui jouaient en duo, ont lancé un cours par le biais de l'Université populaire. Si les mélodies du Corps des Alpes sont bien connues du public, l'origine et l'utilité première de cet instrument sont quelque peu surprenantes. Alors le Corps des Alpes était joué souvent dans les alpages, donc en Suisse, en France, surtout dans les Alpes, parce qu'il y a beaucoup de résonance entre les vallées. En fonction des mélodies, ils avaient des codes par rapport aux musiques qu'ils jouaient, qui faisait les différentes annonces, soit du loup, soit de la pluie. Le Corps des Alpes est le plus souvent fabriqué à partir de l'épicéa, arbre de la famille des sapins. C'est un instrument qui est fastidieux à fabriquer. Il a besoin de sapins évidemment, mais qui a séché longtemps. Il mesure 3,40 m. C'est un instrument qui existe actuellement en plusieurs morceaux. Auparavant, c'était évidé sur un seul morceau. Maintenant, il existe en 4 parties, c'est le plus fréquent. Quant au son produit par le Corps des Alpes, il serait capable de nous transporter dans d'autres mondes. L'expérience la plus impressionnante, la première expérience, a été de jouer au pied du barrage de Moiry. Quand le son nous revient, on a l'impression d'être dans un autre monde. Effectivement, des petites choses intérieures se transforment et l'écho qui nous fait ressentir l'instrument, c'est vraiment particulier. Après des siècles d'existence, le Corps des Alpes perdure sur la scène musicale et de nombreux jeunes souhaitent encore reprendre le flambeau. Pour ceux qui seraient intrigués, il faut qu'ils viennent dans les vallées nous écouter lors de festivals de Corps des Alpes ou lors des fêtes nationales où il y a souvent des joueurs qui sont partout. La grande période pour nous, c'est celle-là, c'est le 1er août. Ceux qui sont intéressés, nous les prenons volontiers pour leur faire essayer et voir de quoi ils sont capables et surtout de créer des vocations. André Costa, NTD Actualité.